Imagine un instant que tu te réveilles un matin et que, sans raison apparente, tu te sens déjà épuisé, pas fatigué d'avoir trop travaillé la veille, pas épuisé d'avoir mal dormi. Non, c'est une fatigue plus profonde, plus diffuse, comme si quelque chose en toi consommait silencieusement ton énergie pendant que tu avais le dos tourné. Est-ce que tu connais cette sensation? Moi, dans ma pratique de psychiatre et de psychologue, je l'entends souvent. Des hommes, des femmes, des jeunes adultes, des personnes d'âge mûr qui viennent me voir et qui disent à peu près tous la même chose. Je ne comprends pas. Je dors, je mange correctement, je ne fais rien d'excessif, et pourtant, je suis à plat. Et ce que j'ai appris au fil des années, au fil des milliers d'heures passées à écouter des êtres humains dans leur quotidien le plus intime, c'est que la fatigue profonde ne vient presque jamais de ce que l'on fait trop. Elle vient, la plupart du temps, de ce que l'on fait mal, de petites habitudes installées si discrètement dans notre vie qu'elles sont devenues invisibles. Des gestes, des pensées, des attitudes que l'on répète chaque jour sans même s'en rendre compte et qui lentement, minutieusement soutirent notre vitalité. Aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ensemble 10 de ces habitudes, 10 comportements qui détruisent notre énergie sans que l'on s'en rende compte. Non pas pour se flageller, non pas pour se sentir coupable, mais pour voir, pour observer avec bienveillance ce que l'on fait et comprendre ce que cela révèle de nous. Parce que chaque habitude, même la plus destructrice, a une logique. Elle protège quelque chose, elle compense quelque chose. Et c'est en comprenant cette logique qu'on peut doucement commencer à changer. Alors installe-toi confortablement, prends une respiration et laisse-moi t'accompagner dans cette heure de réflexion partagée. Commençons par la première habitude, celle qui est peut être la plus répandue et paradoxalement la moins reconnue comme un problème. Je l'appelle la surconnexion permanente. Nous vivons dans un monde où être connecté est devenu une norme. Avoir son téléphone à portée de main, vérifier ses messages en se levant le matin, scroller pendant les moments creux, rester disponible pour tout le monde à toute heure, tout cela semble normal. Tout cela est même valorisé d'une certaine manière. Être réactif, être disponible, être au courant, c'est presque devenu une vertu sociale. Mais voilà ce que l'on ne dit pas assez. Notre cerveau n'a pas été conçu pour traiter autant d'informations en continu. Chaque notification, chaque message lu, chaque défilement de fil d'actualité déclenche une micro-réponse dans notre système nerveux, une petite activation, un petit sursaut d'attention, et ces micro-activations accumulées sur une journée entière représentent une dépense énergétique colossale. Je pense à une patiente que j'ai accompagnée il y a quelques années. Elle était directrice d'une petite entreprise très organisée, très compétente. Elle venait me voir pour des troubles du sommeil et une fatigue chronique qu'elle n'arrivait pas à expliquer. En analysant ensemble ces journées, on a découvert quelque chose de frappant. Elle consultait son téléphone en moyenne une fois toutes les 7 minutes, du réveil au coucher, soit environ 130 fois par jour. Elle ne s'en rendait pas compte. Pour elle, c'était juste rester disponible. Mais son cerveau, lui, ne prenait jamais de pause. Il était en état d'alerte permanente, prêt à répondre, prêt à traiter, prêt à réagir. Et cet état d'alerte permanente est épuisant, profondément épuisant. Ce que cette habitude révèle de nous, souvent, c'est une difficulté à tolérer le vide. La déconnexion fait peur parce qu'elle nous confronte à nous-mêmes, au silence intérieur. Et parfois, ce silence fait peur, et il nous rappelle des questions auxquelles on préfère ne pas répondre. Mais le paradoxe, c'est que c'est précisément dans ces moments de silence que l'énergie se régénère. Le cerveau a besoin de temps non structurés, de moments où il ne traite rien de particulier, pour faire ce que les neuroscientifiques appellent la consolidation, pour organiser, trier, intégrer, et si on lui donne jamais ce temps, il s'épuise, doucement, sûrement. La question que je t'invite à te poser ce soir ou demain matin, c'est simplement combien de fois est-ce que je consulte mon téléphone sans raison précise? Et est-ce que je serai capable de rester 30 minutes sans le faire?
pas pour te culpabiliser, juste pour voir, juste pour observer. La deuxième habitude que je veux aborder est plus subtile, plus intérieure. Elle concerne notre rapport à la rumination mentale. Ruminar, en latin, c'est ce que font les vaches. Elles remâchent leur nourriture, encore et encore. Et l'être humain, lui, remâche ses pensées, ses inquiétudes, ses regrets, ses projections angoissées vers le futur. Est-ce que j'ai bien fait ce que j'ai dit lors de cette réunion? Et si ça ne marche pas, pourquoi est-ce qu'il m'a regardé comme ça? Je n'aurais pas dû dire ça. Demain, comment je vais gérer ça? Ces pensées tournent en boucle, elles reviennent. On les chasse, elles reviennent. On essaie de dormir, elles sont là. On prend une douche, elles sont là. On mange, elles sont là. Et ce que peu de gens savent, c'est que la rumination mentale est l'une des activités les plus énergivores qui soit pour notre cerveau. Parce qu'elle mobilise ce que les chercheurs en neurosciences appellent le réseau du mode par défaut, un réseau cérébral qui s'active quand on n'est pas focalisé sur une tâche précise et qui consomme une quantité d'énergie considérable. Même si vous êtes assis sans rien faire, si votre esprit rumine, votre cerveau travaille autant que si vous résolviez un problème complexe. J'ai une image que j'utilise souvent avec mes patients. Imaginez un ordinateur avec 47 onglets ouverts en arrière-plan. Même si vous ne regardez aucun de ces onglets, même si vous travaillez sur un autre programme, ces onglets consomment de la mémoire, du processeur, de la batterie. Votre ordinateur ralentit, il chauffe et au bout d'un moment, il s'arrête. La rumination, c'est nos onglets ouverts. Et beaucoup d'entre nous se promènent avec des centaines d'onglets en arrière-plan sans même le savoir. Ce que cette habitude révèle, c'est souvent une difficulté à lâcher prise, une croyance implicite que si on pense à quelque chose assez longtemps, on va trouver la solution, que la rumination est une forme de contrôle. Mais c'est un leurre. La rumination ne résout rien. Elle fatigue, elle amplifie l'anxiété et elle nous coupe du présent. La sortie de la rumination, c'est pas de supprimer les pensées, ce serait comme essayer d'arrêter de penser à un éléphant rose. La sortie, c'est d'apprendre à observer ces pensées sans s'y identifier, à les voir passer comme des nuages dans le ciel. C'est l'un des fondements de la pleine conscience, cette pratique que j'explore depuis de nombreuses années et dont les effets sur l'énergie mentale sont, j'en suis convaincu, extraordinaires. Mais nous reviendrons sur cette idée. Pour l'instant, retenons simplement ceci. Chaque fois que ton esprit rumine, il dépense de l'énergie. Et souvent, cette dépense est totalement inutile. Avant de continuer, je veux faire une courte pause pour te dire quelque chose. Si ce que tu entends depuis le début de cet audio résonne en toi, si tu te reconnais dans ces habitudes, si tu sens que ce contenu t'aide à mieux te comprendre, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour qu'on puisse continuer à cheminer ensemble. Ces gestes simples permettent à ce travail de toucher davantage de personnes et ça compte beaucoup pour moi. La troisième habitude dont je veux te parler, c'est ce que j'appelle le perfectionnisme dysfonctionnel. Attention, je veux être précis ici, parce que le mot perfectionnisme est souvent mal compris. Il y a un perfectionnisme sain, celui qui pousse à bien faire les choses, à s'améliorer, à prendre soin de la qualité de ce que l'on produit. Ce perfectionnisme-là est une qualité, mais il y a un autre perfectionnisme, celui dont je parle ici, qui est une forme d'exigence tyrannique envers soi-même. Celui qui dit c'est pas encore assez bien. Celui qui ne permet jamais de terminer, de rendre, de publier, de soumettre, parce que ce n'est jamais parfait. Celui qui transforme chaque tâche en épreuve de haute performance et chaque imperfection en échec personnel. Ce perfectionnisme-là est épuisant. Non seulement parce qu'il demande des efforts considérables pour des résultats souvent équivalents, mais surtout parce qu'il s'accompagne d'un critique intérieur permanent, cette petite voix qui dit « tu aurais pu faire mieux, ce n'est pas encore assez, les autres font ça bien mieux que toi ». Et cette voix, elle ne se tait pas quand on est en pause.
Elle ne se tait pas le week-end ni pendant les vacances. Elle est là, toujours, à consommer notre énergie émotionnelle. Je me souviens d'un homme que j'ai reçu en consultation. Il était enseignant, passionné par son métier, adoré de ses élèves, et pourtant il passait ses nuits à retravailler ses cours. Pas parce qu'il le fallait, mais parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Chaque fois qu'il pensait avoir terminé, il trouvait quelque chose à améliorer. Il était épuisé. Mais il ne comprenait pas pourquoi, parce que pour lui, travailler bien était une valeur fondamentale. Ce que l'on a découvert ensemble au fil du temps, c'est que son perfectionnisme n'était pas une recherche d'excellence. C'était une peur profonde du jugement des autres, une peur d'être vu comme insuffisant, et cette peur, bien sûr, ne disparaissait jamais, quel que soit le niveau de perfection atteint, parce que la peur ne se nourrit pas de réalité, elle se nourrit d'elle-même. Le perfectionnisme dysfonctionnel révèle souvent une blessure de valeur, une conviction profonde, souvent inconsciente, que notre valeur dépend de ce que nous produisons, que nous ne sommes aimables, acceptables, qu'à condition d'être suffisamment bons. Et c'est une conviction épuisante à vivre. La quatrième habitude, peut être l'une des plus difficiles à reconnaître parce qu'elle ressemble tellement à une vertu, c'est l'incapacité à dire non. Dans notre culture, dire oui est bien vu. Être disponible, obligeant, serviable, prêt à aider, c'est valorisé. Et la plupart des gens qui ont du mal à dire non ne le vivent pas comme un manque d'affirmation de soi. Ils le vivent comme de la générosité, mais voilà ce que la psychologie nous enseigne. Quand on dit oui à tout le monde, on finit par dire non à soi-même. Chaque fois que l'on accepte quelque chose contre sa volonté profonde, rendre un service qu'on n'a pas envie de rendre, assister à une réunion qui ne nous concerne pas, prendre en charge une responsabilité qu'on aurait dû refuser, on fait un retrait dans notre réserve d'énergie. Petit retrait. Mais petit retrait après petit retrait, la réserve se vide et il y a quelque chose d'encore plus insidieux. Quand on dit oui alors qu'on pense non, on crée une dissonance interne, une tension entre ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Et cette tension est chronophage. Elle occupe une place dans notre esprit, elle génère du ressentiment, parfois une colère sourde qu'on ne comprend pas bien soi-même. J'ai souvent entendu des personnes épuisées dire mais je ne comprends pas, j'aide tellement les gens, pourquoi je suis si fatigué? Et la réponse est précisément là, non pas parce que aider, fatigue aider peut être une source immense d'énergie quand c'est choisi, librement, avec joie, mais parce que aider par peur du conflit, par peur d'être rejeté, par peur de décevoir, ça, c'est épuisant. Ce que cette habitude révèle très souvent, c'est un besoin profond d'approbation, une peur que si l'on dit non, on perdra l'amour, l'estime, la considération des autres, et donc on continue à dire oui, et on continue à s'épuiser. Apprendre à dire non avec douceur, avec respect, sans culpabilité, c'est l'un des actes de soin envers soi-même les plus puissants qui soient. C'est aussi un acte d'honnêteté envers les autres, parce qu'un oui prononcé à contre-cœur vaut toujours moins qu'un non dit clairement. La cinquième habitude concerne notre rapport au corps, et plus précisément notre tendance à négliger les signaux que le corps nous envoie. Le corps parle, il parle en permanence, il parle par la fatigue, par la tension dans les épaules, par la lourdeur dans la poitrine, par les maux de tête du soir, par les douleurs dans le dos. Il parle par la faim, par la soif, par le besoin de mouvement, par le besoin de repos, et nous, très souvent, nous n'écoutons pas. Nous surchargeons notre agenda en ignorant la fatigue. Nous passons des heures assis sans bouger. Nous mangeons sans faim, par habitude ou par stress. Nous nous couchons trop tard parce que nous avons encore des choses à finir. Nous buvons trop de café pour rester éveillés alors que ce que notre corps demande, c'est du repos. Cette déconnexion du corps est un phénomène moderne. Dans les sociétés industrielles, la valorisation de la performance intellectuelle a progressivement relégué le corps au rang de simple support, un véhicule, un outil, et un outil que l'on entretient peu,
que l'on sollicite beaucoup et dont on ignore les pannes jusqu'à ce qu'elles deviennent impossibles à nier. Mais le corps et l'esprit ne font qu'un. C'est pas de la poésie, c'est de la biologie. La qualité de notre sommeil affecte directement nos capacités cognitives, notre humeur, notre résistance au stress. La sédentarité chronique augmente les marqueurs d'inflammation dans le cerveau qui sont associés à la dépression et à la fatigue mentale. La déshydratation même légère réduit les performances cognitives de façon mesurable. Le corps n'est pas un obstacle à notre productivité, il est la condition de notre vitalité. Et l'ignorer, c'est peu à peu scier la branche sur laquelle on est assis. Je t'invite à essayer quelque chose de simple. Plusieurs fois dans la journée, pose-toi et demande à ton corps comment tu vas, toi, pas de façon abstraite, de façon physique. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu es tendu quelque part? Est-ce que tu aurais besoin de bouger, de t'étirer, de souffler? C'est un exercice très simple et ses effets sur l'énergie quotidienne peuvent être remarquables. Laissons ensemble un moment de respiration ici. On a déjà exploré 5 habitudes, 5 façons dont on s'épuise sans le savoir. Et peut être que tu te reconnais dans certaines d'entre elles, peut être que tu te dis oui, c'est moi, et si c'est le cas, je t'invite à accueillir cette reconnaissance avec douceur, sans jugement, parce que toutes ces habitudes ont une logique. Toutes ont été adoptées pour une bonne raison à un certain moment de ta vie. Et les reconnaître, c'est déjà le premier pas vers un changement. Si ce contenu te touche, pense à laisser un commentaire, à liker, à t'abonner. Et si tu connais quelqu'un qui se bat contre la fatigue chronique, quelqu'un qui se dit souvent je ne comprends pas pourquoi je suis épuisé, partage cet audio avec lui. Ce geste simple pourrait faire une vraie différence dans sa vie. Voici la 6e habitude, la comparaison sociale permanente. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, nous sommes exposés en continu à une vitrine globale de la vie des autres. Les réussites, les voyages, les relations idéales, les corps parfaits, les maisons impeccables, les carrières brillantes. Et notre cerveau, qui est biologiquement câblé pour se comparer aux autres, parce que dans notre histoire évolutive, évaluer sa position dans le groupe était une question de survie, notre cerveau sature. La comparaison sociale chronique est une source d'épuisement psychologique considérable, et pas seulement parce qu'elle génère de l'envie ou du sentiment d'infériorité, bien qu'elle le fasse, mais parce qu'elle nous maintient dans un état d'insatisfaction permanent, un état où ce que l'on a, ce que l'on est, ce que l'on accomplit n'est jamais suffisant parce qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui semble avoir plus, être mieux, réussir davantage. Et cette insatisfaction permanente est un gouffre à énergie parce qu'elle nourrit l'ambition anxieuse, non pas l'ambition joyeuse, celle qui veut construire et créer, mais l'ambition défensive, celle qui veut prouver, rattraper, dépasser, celle qui court non pas vers quelque chose, mais loin de quelque chose. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que j'ai lue une fois dans un texte sur la philosophie stoïcienne, la comparaison est le voleur de la joie. On l'attribue à Roosevelt, on ne sait pas vraiment, mais sa vérité est indéniable. Ce que révèle la comparaison sociale excessive, c'est souvent un sentiment d'insuffisance interne, une impression que l'on n'est pas assez bien, pas assez intéressant, pas assez accompli, et alors on regarde les autres pour se mesurer, mais on regarde toujours leur façade, jamais leur intérieur. On compare notre intérieur chaotique à leur extérieur soigné. Et bien sûr, on perd toujours cette comparaison. La voie de sortie, c'est de revenir à une boussole intérieure, se demander non pas est-ce que je fais aussi bien qu'un tel, mais est-ce que je vis en accord avec ce qui compte vraiment pour moi? C'est une toute autre question, et une bien plus nourrissante. La 7e habitude, la procrastination émotionnelle. On parle souvent de la procrastination comme d'un problème de gestion du temps, mais ce n'est pas ça. La procrastination est, dans sa grande majorité, un problème émotionnel. On reporte non pas parce qu'on manque de temps, mais parce que la tâche en question
génère une émotion désagréable, peur de l'échec, peur du jugement, sentiment d'incompétence, ennui, anxiété, et que l'on préfère inconsciemment éviter cette émotion plutôt que d'y faire face. Et voilà ce qui se passe quand on procrastine. La tâche non faite reste dans notre esprit. Elle occupe une place. Elle génère une tension sourde, une légère culpabilité, une petite anxiété de fond. Et cette tension, ce poids psychologique diffus consomme de l'énergie, beaucoup d'énergie, parfois plus que si on avait simplement fait la tâche. J'appelle ça le coût de la non-décision. Quand on reporte indéfiniment quelque chose, on ne s'en débarrasse pas, on le traîne avec soi, et le traîner coûte infiniment plus cher que de s'en occuper. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans la procrastination. Elle nous coupe de notre puissance personnelle. Chaque fois qu'on reporte quelque chose qu'on sait qu'on devrait faire, on reçoit un petit message de notre inconscient. Tu n'es pas capable, pas de façon explicite, mais souterraine. Et ces petits messages accumulés finissent par former une conviction. Je suis quelqu'un qui ne finit pas ce qu'il commence. Je suis quelqu'un de peu fiable même envers moi-même. Et cette conviction-là, elle aussi, est épuisante à porter. La sortie de la procrastination, ce n'est pas de se forcer avec de la discipline de faire, c'est de s'interroger sur l'émotion qui se cache derrière. Qu'est-ce que cette tâche me fait ressentir? Pourquoi est-ce que j'ai du mal à m'y mettre? Et souvent, rien qu'en posant cette question avec honnêteté, quelque chose se dénoue. Huitième habitude, l'accumulation de conflits non résolus. Les relations humaines sont vivantes. Elles se nourrissent, se blessent, se réparent, évoluent. Et dans toute relation, il y a des frictions, des malentendus, des blessures, des mots dits de travers, des silences mal interprétés, des attentes non exprimées. Ce qui épuise, ce n'est pas d'avoir des conflits, c'est de les laisser ouverts, non résolus, présents comme une plaie qui ne se referme pas. Vous connaissez cette sensation? Quand vous avez une tension avec quelqu'un, un ami, un collègue, un membre de votre famille, et que cette tension n'a jamais été dite clairement, jamais été adressée, jamais résolue, et que chaque fois que vous croisez cette personne ou que vous pensez à elle, il y a ce pincement dans la poitrine, cette légère crispation. Ces conflits ouverts sont des fuites d'énergie permanentes. Ils occupent une place dans notre psyché, ils colorent nos humeurs, ils contaminent nos interactions, et souvent on les évite précisément parce qu'on manque d'énergie pour les affronter, ce qui crée un cercle vicieux. On est épuisé par les conflits non résolus, et cet épuisement nous empêche de les résoudre. Ce que cette habitude révèle, c'est généralement une peur de la confrontation, peur de blesser, peur d'être rejeté, peur que parler des choses les rende encore plus réelles, encore plus irréparables. Et pourtant, l'expérience montre presque toujours l'inverse. Mettre des mots sur une tension avec bienveillance, avec calme, avec l'intention de comprendre plutôt que de gagner, allège, parfois de façon spectaculaire. Je ne dis pas que chaque conflit doit être résolu. Il y a des relations toxiques dont il vaut mieux s'éloigner. Il y a des batailles qui ne valent pas la peine d'être livrées. Mais laisser traîner des tensions importantes avec des personnes importantes de notre vie, c'est choisir de continuer à porter ce poids. Et ce poids a un coût. Pose à nouveau parce que je veux te donner le temps de sentir ce que ces mots font en toi. Peut être que tu penses à quelqu'un. Peut être qu'il y a une tension dans ta vie, un conflit en attente, une conversation que tu reportes depuis trop longtemps. Je t'invite à noter le nom de cette personne mentalement ou sur un papier, pas pour agir tout de suite, juste pour reconnaître que ça existe. Et si tu veux continuer ce chemin de réflexion avec moi, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne. Chaque semaine, on explore ensemble des questions comme celle-ci, des questions qui touchent à notre façon de vivre, de ressentir, de prendre soin de nous. Neuvième habitude, vivre dans l'urgence chronique. Il y a une épidémie silencieuse dans nos sociétés modernes. C'est pas une épidémie de maladie, c'est une épidémie d'urgence. Tout est urgent, tout doit être fait maintenant.
Tout doit être traité immédiatement. Les emails, les messages, les décisions, les demandes. Et si on ne répond pas tout de suite, on a le sentiment de faillir. Cette urgence permanente maintient le système nerveux dans un état d'activation quasi continue. Le corps produit du cortisol, l'hormone du stress, en réponse à cette perception d'urgence. Et le cortisol, sur le court terme, est utile, il mobilise les ressources pour faire face à un danger. Mais sur le long terme, une exposition chronique au cortisol est dévastatrice. Elle épuise les glandes surrénales, altère le sommeil, affaiblit le système immunitaire et érode les capacités cognitives. En d'autres termes, vivre dans l'urgence permanente est, biologiquement parlant, comme vivre en état de danger permanent. Et notre corps ne peut pas maintenir cet état indéfiniment sans en payer le prix. Mais voilà ce qui est fascinant. La plupart des choses que nous vivons comme urgentes ne le sont pas. Pas vraiment. Ce sont des urgences construites, des urgences culturelles, organisationnelles, sociales, des urgences qui nous ont été transmises ou que nous nous sommes imposées, parce que l'urgence est devenue le signe du sérieux, de l'importance, de la valeur, une expérience que je propose parfois à mes patients. Pendant une semaine, chaque fois que vous avez le sentiment que quelque chose est urgent, posez-vous la question: si je ne fais pas ça dans la prochaine heure, que se passera-t-il vraiment? Et souvent, la réponse est rien de grave. Rien d'irréparable. La plupart des urgences, inspectées de près, sont des fausses urgences. Apprendre à distinguer ce qui est vraiment urgent de ce qui ne l'est pas, c'est l'un des actes de protection de son énergie les plus précieux qui soient. Et voici la 10e habitude. La dernière peut être la plus profonde de toutes, c'est ce que j'appelle le manque de présence à soi. Nous sommes dans une époque de dissociation. Une époque où l'on est physiquement dans un endroit et mentalement ailleurs. On mange en regardant son téléphone, on est avec ses enfants en pensant au travail. On est au travail en pensant à ce qu'on aurait dû dire hier soir. On marche dans la rue avec des écouteurs dans les oreilles pour ne pas être seul avec ses pensées. Cette absence à soi est une forme d'épuisement particulière, parce qu'elle prive l'être humain de ce dont il a le plus besoin, le sentiment d'être vivant, présent, ici. La vie ne se passe pas demain, la vie ne s'est pas passée hier, la vie se passe maintenant. Et si on rate maintenant, si on est toujours ailleurs, toujours dans le passé ou le futur, toujours derrière un écran ou dans une pensée, on passe à côté de sa propre existence, et ce passage à côté crée un vide, une insatisfaction profonde, diffuse, que l'on cherche à combler par encore plus de distractions, encore plus de stimulation, ce qui crée encore plus d'absence, et ainsi de suite. Je pense souvent à cette phrase de Blaise Pascal, philosophe français du XVIIe siècle, qui a écrit Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. C'était au XVIIe siècle. Imaginez ce qu'il dirait aujourd'hui. Être présent à soi, c'est s'autoriser à ressentir, à voir, à entendre, à goûter, à sentir. C'est s'arrêter, ne serait-ce que quelques instants dans la journée, pour se demander qu'est-ce que je vis là maintenant, non pas ce que je fais, ce que je vis. Et cette présence, cette simple présence, c'est source d'énergie. Non pas une énergie agitée, frénétique, mais une énergie tranquille, stable, qui vient de l'intérieur, la seule énergie qui ne s'épuise jamais vraiment. Nous approchons de la fin de ce chemin que nous avons fait ensemble, et avant de conclure, je veux prendre quelques instants pour récapituler ce que nous avons exploré. Non pas comme une liste de règles à suivre, mais comme un portrait. Le portrait d'une façon d'être que beaucoup d'entre nous reconnaissent, au moins en partie. La surconnexion permanente qui nous prive des pauses nécessaires au cerveau. La rumination mentale qui consomme notre énergie sans rien résoudre. Le perfectionnisme dysfonctionnel qui nous impose une tyrannie intérieure épuisante. L'incapacité à dire non qui vide notre réserve en la mettant au service des autres avant soi. La déconnexion du corps, qui nous prive des signaux essentiels de notre vitalité.
la comparaison sociale permanente qui entretient une insatisfaction sans fond, la procrastination émotionnelle qui alourdit notre psyché de tâches en suspens, l'accumulation de conflits non résolus qui saignent notre énergie relationnelle, l'urgence chronique qui maintient notre système nerveux en état d'alerte constant. Et enfin, le manque de présence à soi qui nous prive de la source la plus profonde d'énergie qui soit. 10 habitudes, 10 fuites, 10 façons de s'épuiser sans le savoir. Et maintenant, je veux te dire quelque chose d'important. Ces habitudes ne sont pas des défauts de caractère. Elles ne sont pas des preuves que tu es faible ou désorganisé ou peu capable. Ce sont des réponses humaines, des stratégies d'adaptation développées en réponse à un monde exigeant, à des peurs légitimes, à des blessures réelles. Tu ne t'es pas épuisé par mauvaise volonté. Tu t'es épuisé parce que tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais. Mais voilà la bonne nouvelle, et elle est immense. Ce que l'on a appris, on peut le désapprendre. Ce que l'on a construit inconsciemment, on peut le reconstruire consciemment. Non pas du jour au lendemain, non pas parfaitement, mais doucement, patiemment, avec bienveillance. La psychologie positive nous enseigne que le changement durable ne vient pas de la force de volonté. Il vient de la prise de conscience suivie d'une intention claire, suivie d'actions petites et répétées. Pas de grandes révolutions, des micro-changements, un appel téléphonique posé sur la table pendant le repas, une journée sans scroller au réveil, un non dit à quelqu'un, 5 minutes de marche silencieuse. Ce sont ces micro-changements qui, accumulés, transforment une vie. J'aime cette image de la rivière qui creuse la roche. La rivière n'est pas plus forte que la roche, mais elle est constante. Et avec le temps, elle finit par laisser son empreinte. C'est ainsi que fonctionne le changement humain, pas par la force brute, par la constance bienveillante. Alors je te demande, ce soir ou demain, de choisir une seule chose, une seule de ces 10 habitudes qui te touchent le plus, qui résonnent le plus fort en toi, et de te demander qu'est-ce que je pourrais faire de façon très concrète, très petite, demain pour aller dans une autre direction.